Hey, bonjour. Alors, on est le dimanche 7 juin et on se lance une nouvelle semaine l'ivresse ensemble. Un peu sur le tard, j'admets. Hier, j'étais complètement crevée. Mon copain est malade depuis le milieu de la semaine, puis je pense que je combats. J'ai rien pour le moment. Je vais toucher du bois, mais je pense que je combats quelque chose. Puis en plus, c'était une semaine un peu intense la semaine dernière au niveau émotion au boulot. Et ben, c'est ça. Donc, finalement, ben, quand je finis ma semaine, maintenant, on dirait que mon corps fait juste comme ben, j'ai plus d'énergie. Puis le samedi, souvent, je suis vraiment fatiguée. Fait qu'hier, je suis tombée tout simplement comme une roche sans avoir le temps de vous dire bonjour et de lancer la semaine. Alors, me voici, mieux vaut tard que jamais. Dimanche 7 juin, dimanche pluvieux. Et dimanche avec déjà deux choses. Donc, je commence déjà mon vlog avec une recension. En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai terminé le vlog précédent, je savais pas trop vers quoi me diriger pour mes lectures. Puis je me suis dit, bah, je vais y aller avec la lecture du mois du Read Christie 2026, qui est celle-ci, donc The Murder of Roger Ackroyd. Donc, c'est un Hercule Poirot, un peu singulier, je dois avouer. En fait, c'est un livre que j'ai déjà lu. Je l'ai lu, je pense, quand j'étais plus jeune, c'est dans les premiers que j'ai lus. C'est quand même un peu un des classiques d'Agatha Christie. Puis la raison pour laquelle il fait partie des classiques d'Agatha Christie, c'est que il propose une structure narrative vraiment singulière, une structure narrative qui, à l'époque, était audacieuse, voire respectait pas les codes potentiels des romans policiers. Donc, ça avait créé vraiment beaucoup de remous à sa sortie. Et on peut comprendre pourquoi. Bon, là, moi, j'hésitais avant de le lire parce que je l'ai déjà lu. Puis si ça demeure un Hercule Poirot, donc on aime toujours ça, les Hercule Poirot et tout, ça ne me dérange pas de relire des livres, mais les livres d'Agatha Christie qui ont une structure narrative particulière, c'est pas le seul qui a ça. Bien, une fois qu'on sait que c'est ça, que c'est cette structure-là qui est proposée, ça enlève un peu comme de nouveauté, d'effet de nouveauté, ça gâche un peu, disons, ça divulgage. Puis c'est pas tant parce que, ben, en tout cas, ça divulgage sur différents niveaux. Fait que je me disais, est-ce que je le lis? Je l'ai commencé, j'étais pas sûre. J'ai lu d'autres choses, puis finalement, je me suis dit, non, non, je vais me lancer. En plus, je l'ai en version audio lue par Hugh Fraser. Ben, pas je l'ai, mais j'ai accès via la plateforme Nextory. Là. Pour vrai, j'ai pas de partenariat. En même temps, si ça tentait à Nextory de le faire, tant mieux, mais je pense qu'on n'est pas une assez grosse communauté pour ça, mais sachez que j'en ai tellement testé des plateformes, puis s'il y avait une plateforme de type Nextory qui était nord-américaine, j'irais. Je suis aussi sur Nara Audio, mais pour le moment, il manque un peu pour moi quelques trucs, un peu plus d'aisance. Ben, le catalogue est un peu plus riche éventuellement, puis en tout cas, bref, peu importe. Nextory, pour moi, pour le moment, c'est la meilleure plateforme qui convient à mes besoins, puis c'est une plateforme qui n'est pas propulsée par le grand méchant A, donc déjà, c'est pas pire. Bref, sur Nextory, j'avais cette version narrée par Hugh Fraser, qui est le comédien, comme je vous dis à chaque fois, qui, entre autres, a fait des millions de choses, mais a aussi, dans l'imaginaire collectif, incarné Hastings dans l'adaptation de la BBC des Hercule Poirot, mettant en vedette David Suchet comme Hercule Poirot. Puis je l'aime vraiment, c'est un extraordinaire acteur. En fait, moi, je l'avais juste vu en faisant Hastings, donc c'était peut-être pas le rôle qui mettait le plus en valeur ses talents de comédien. Mais en tout cas, comme comédien, ça doit être un comédien de théâtre aussi parce que il y a une capacité extraordinaire, premièrement, à faire une lecture qui est vivante sans ajouter des émotions là où il n'y en a pas. Il y a une capacité à faire des voix différentes sans que ce soit caricatural, puis à s'y tenir. C'est juste époustouflant. Donc voilà, bref, c'est pour ça que j'aime ça. J'ai donc finalement relu le The Murder of Roger Ackroyd. Et si le fait que ma connaissance de la particularité de la structure narrative de ce roman-là est restée en arrière-plan pour moi, malheureusement, pendant toute ma lecture, cela dit, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas relu et j'avais juste en tête une adaptation qui avait été faite de cette intrigue-là en mode télévisuel. Puis on est vraiment loin, je pense, cette fois-ci, de ce que c'est réellement. Donc, ça m'a plu parce qu'en fait, je me fiais tellement, on dirait, à la mémoire de cette adaptation-là que j'avais comment oublié ce qu'était vraiment l'histoire. En gros, on va suivre évidemment une enquête concernant des morts suspectes. La mort de un mari et éventuellement sa femme dans le temps, mais éventuellement la mort surtout de Roger
Aykroyd ou Aykroyd, qui était un homme qui habite à Kings Cove, je pense que c'est ça le nom du village, Kings Cove, qui a beaucoup d'argent quand même, a pas d'enfant, je pense directement, mais qui vit avec sa nièce, puis ça, peu importe, tout ça, qui a un fils adoptif, ben un neveu adoptif et tout, bon bref, c'est quelqu'un quand même d'assez important dans le village, et malheureusement, éventuellement, on va le retrouver assassiné. Nous, comme lecteurs, ce qu'on a dans le fond, c'est une narration qui va être faite du point de vue, la plupart du temps, du compte-rendu qui va être fait de l'enquête de la part du docteur Shepard, qui est le docteur du village, dans le fond. Il va faire ça un peu à la, entre guillemets, les fameux récits de Watson dans les Sherlock Holmes, dans le sens où il va se ramasser, et désolé pour le chat, il va se ramasser éventuellement impliqué dans cette enquête-là. Premièrement parce que c'est un docteur, donc c'est sûr que lui, il va être intervenu sur le lieu de la mort de Roger Ackroyd. En fait, il va avoir été présent lors de la découverte. Et parce que il va un peu assister Poirot. Hercule Poirot, qui est dans cette bourgade-là, qui est à la retraite et qui, puis je ne sais pas c'est quoi la traduction de ça. En tout cas, je suis au pire, j'ai pas pensé de regarder avant, et qui est en train de faire pousser des vegetable marrows. C'était comme son rêve de retraite, puis il n'arrache un peu avec les vegetable marrows, puis il n'arrache un peu avec la retraite aussi, sans surprise. Et en fait, Poirot, c'est le voisin direct de Dr. Shepard. Et il est arrivé là, dans ce village-là, en demandant à tous ceux qui le connaissaient potentiellement de ne pas mentionner c'était quoi son métier. Donc, il est là un peu incognito. Et éventuellement, il va être sollicité pour enquêter un peu là-dedans, en collaboration avec la police. La police s'enligne sur un suspect spécifique et à la demande de la fiancée de ce suspect-là, dans le fond, Poirot va essayer de découvrir la vérité. Il va se lier d'amitié un peu avec Dr. Shepard parce que pour lui, il lui rappelle un peu son ami Hastings, justement. Ils ont certains points communs. Hastings, qui dans ce roman-là, en fait, est rendu joyeusement marié et habite en Argentine. Donc, pour lui, pour Poirot, c'est un ami qui est lointain et qui évoque avec nostalgie. Donc, il va y avoir un peu cette espèce de duo-là qui va se passer et vraiment, la narration est comme un peu, dans le fond, confiée à Dr. Shepard. Puis, on comprend que c'est aussi une façon que, dans le fond, il garde un peu ses carnets et tout. On va avoir quelques moments, je pense, qui vont être menés par Poirot, mais la plupart du temps, c'est toujours, justement, l'enquête de Poirot vue par un tiers, donc vue par Dr. Shepard, mais qui n'est pas un tiers qui est quelqu'un qui est complètement hors de tout ça, parce que comme c'est le docteur du village, il connaît tout ça, il est impliqué et tout dans le fait qu'il a découvert le meurtre et tout. Donc, ça va se dérouler comme ça. Et tout au long de l'enquête, on va être emballé comme lecteur dans différentes avenues, différentes pistes, différentes certitudes et incertitudes. Et ma foi, c'est un roman qui est extrêmement bien construit. Au-delà de l'originalité de la structure narrative qui est proposée et qui va teinter finalement au bout du compte notre perception du roman au complet, c'est très bien ficelé. Cette structure narrative-là pouvait potentiellement représenter des potentiels d'écueils, mais finalement, il n'y en a aucun dans lesquels l'auteur va entrer. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est ah! Genre, je sais pas comment dire, c'est super habile. C'est vraiment un exemple type de modèle pour comment peut-être, je pense, construire un roman policier avec, disons, une difficulté supplémentaire concernant la structure narrative. La façon dont, justement, les différents indices vont être disséminés. C'est sûr que là, moi, je l'ai déjà lu, puis comme je vous dis, je connaissais certaines particularités du récit, donc ça faisait que j'ai peut-être eu l'impression que les indices étaient assez évidents, mais je pense que si on n'a jamais lu le livre, c'est super bien dosé. Le fait que, justement, on a Poirot, qui habituellement est un personnage central et qui aime beaucoup avoir l'attention sur lui, mais que là, on a un regard indirect sur l'enquête de Poirot. C'est super intéressant. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Si jamais vous avez, vous hésitez pour les Agatha Christie, parce que des fois, vous trouvez que la formule, parce que c'est quand même des romans, veut pas, mais même si c'est pas des vrais romans à formule, ça demeure que c'est le principe du whodunit, puis Agatha Christie l'a vraiment développé, mais c'est vraiment un exemple parfait pour ça. Donc, honnêtement, je vous suggère, il est traduit en français, là, moi je l'ai écouté en version originale,
mais c'est vraiment un roman à découvrir. Je ne pourrais pas vous dire plus de choses parce que j'ai trop peur de divulgacher quoi que ce soit, mais ça mérite la réputation d'un des classiques de Agatha Christie. Vraiment, boutez pas votre plaisir. Je trouve que ça a commencé vraiment bien ma semaine. Premièrement, pour moi, c'était une lecture réconfort parce que c'est du Agatha Christie. J'ai vraiment hésité, comme je vous dis, parce que des relectures, je suis pour. Mais dans ce cas-ci, je pense que, bon, c'est pas que je vous conseille pas nécessairement d'en faire une relecture, sauf si votre souvenir est quand même assez flou. Mais si c'est votre première fois, mais quel plaisir! Je vous envie de jamais avoir découvert encore le meurtre de Roger Ackroyd. Ça vaut la peine. Sinon, j'ai reçu depuis un bout, puis j'ai juste mis ça de côté. Ben, depuis un bout, pas tant que ça. Mais la fameuse correspondance du Snail Mail Book Club auquel je suis abonnée. Donc, le Brambleton Mail Club. Et comme vous pouvez voir, les enveloppes ont changé. Et j'ai contacté finalement la créatrice parce qu'il y avait eu, comme je vous disais, une erreur là, concernant... on m'avait envoyé 2 fois le chapitre 5 et j'avais pas le chapitre 6. Et bien, dans le fond, elle m'a écrit, puis c'était vraiment un bug et tout. Super gentille et tout. Puis elle m'a dit, ah, ben, je vais te... Je comprends pas parce que j'ai des chiffres décrits dessus. Je sais pas si elle m'a renvoyé des chapitres. En tout cas, je sais pas. Bref. Elle m'a dit qu'en plus, j'allais avoir la version pimpée parce que plus ça va, puis plus elle améliore, dans le fond, sa version. Puis bien, dans le fond, ça fait partie des nouveautés qu'elle a faites. C'est-à-dire que plutôt que de mettre une enveloppe unie, elle a créé une enveloppe qui est dans une espèce de petit sachet plastique. On va ouvrir ça ensemble. Puis en fait, si je me souviens bien, l'enveloppe en tant que telle, c'est un extrait du Brambleton, genre le journal de Brambleton. Puis ça lui permet de mettre des choses différentes à l'intérieur. Donc, voici à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous mettre ça en focus parce que, voilà, encore une fois, avec le seau. Et, j'ai enlevé le seau, je vais essayer de y arriver. Ah, ben oui, il y a des pliages sur les côtés. De ce que j'ai vu quand je regarde son compte Instagram, c'est comme vraiment un défi qu'elle a réussi, puis qu'elle est contente d'avoir réussi. Puis je trouve que c'est intéressant parce qu'elle ne trouvait pas d'enveloppe qui convenait maintenant au nouveau contenu qu'elle avait à proposer. Puis finalement, elle en a créé une par le biais de ça. Donc, oui, elle m'a renvoyé le chapitre 4. Je vais voir avec elle. Je pense qu'elle m'a renvoyé tous les chapitres en version nouvelle. C'est vraiment gentil de sa part. Donc, j'ai déjà le chapitre 4, mais là, elle m'a renvoyé ça. Parce que, finalement, oui, ça, je l'ai déjà. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est ça, c'est le Daily Bramble. Donc, en plus, on a une espèce de coup d'œil sur ce qui se passe au village. On a évidemment le chapitre. On a, comme toujours, le portrait d'un des personnages, que j'avais déjà eu celui-là, mais qui est ici, Alexander Scrat. Et ce qui est nouveau, on a ici un autocollant. Ça l'avait commencé pour certains, mais on a aussi un aimant avec le personnage qu'elle fait elle-même. Donc, un aimant en forme de cadre. Je ne sais pas si on voit bien, je vais m'approcher. Ainsi que la fameuse carte. Fait que quand même, on s'entend que vraiment intéressant. Et j'imagine que ça va être un peu le même principe pour cette autre enveloppe qui va être le chapitre 5, ma foi. Et je sais pas si c'est parce que la créatrice a décidé de juste me renvoyer les versions upgradées de la correspondance. Peut-être que c'est le cas, je sais pas trop, mais sinon, c'est pas grave. Je commençais, j'admets, à être un peu envieuse de ceux qu'ils avaient maintenant parce qu'elle les montrait sur Internet. Les nouveaux abonnés, dans le fond, vont avoir commencé avec cette nouvelle formule-là. Puis moi, j'avais la première formule initiale, mais il n'y avait pas comme le Daily Bramble. Puis d'ailleurs, j'ai remarqué tantôt que dans le Daily Bramble, il y a aussi le fameux code QR qui mène vers la version audio. Donc, ouais, fait que j'ai eu la version upgradée du chapitre 5. Alors, je vais vous montrer ça également. Donc, ça va toujours, je pense, la même formule un peu. Donc, encore une fois, je sais pas si c'est le même contenu. Elle met du contenu différent sur chacun Daily Bramble. Donc, en lien sans doute avec le chapitre du jour. Ensuite, on a encore une fois une carte de lieu et une carte de personnage. Donc, le fameux Algernon Slitwick, que finalement, je vais avoir eu plusieurs fois. Donc, Algernon.
le Silver Teapot. Ça tombe bien parce que c'est vraiment un des livres que je trouvais vraiment joli. J'ai lu plusieurs fois. Le fameux chapitre 5, là, je ne vous le montrerai pas. Et cette fois-ci, ah cool, on a comme collant une théière. J'attends un petit peu, je vais essayer de vous la mettre. Donc, une théière et l'Algernon en petit magnet. Alors voilà, c'est donc la version pimpée de... Je vais avoir été chanceuse quand même d'avoir eu du contenu de surplus. J'ai juste hâte de recevoir enfin le chapitre 6, mais j'ai vu qu'il avait été envoyé, donc potentiellement, je vais peut-être le recevoir cette semaine. Donc ça, c'est le fameux chapitre qui me manquait, mais je vais l'avoir avec la nouvelle version, donc vraiment cool. Alors, ben écoutez, après ce super long segment, allez, on poursuit ça, ce vlog-là. Aucune idée vers quoi je vais me diriger comme lecture pour aujourd'hui et demain. Alors voilà, sans plus tarder, allez, on poursuit ça, puis on se reprend tout bientôt. Le lundi 9 juin, je sais plus où on en est. Lundi 8 juin. Et ben, je vous reprends fin de journée finalement. C'était une drôle de fin de semaine parce que, ben, comme je vous ai dit, avec mon samedi, c'était un peu particulier. J'étais un peu fatiguée et tout. Mon copain est vraiment malade, fait que je suis quand même un peu en mode garde malade. Mais, je veux dire, indirectement, je suis un peu plus en mode, mettons, vigilance. Puis aujourd'hui, finalement, je suis allée faire une première balade de scooter de l'année que je reporte toujours parce que j'aime ça rouler, mais je suis toujours un peu inquiète quand je roule. Donc voilà, c'est fait, c'était bien agréable. Il a fallu que je fasse un aller-retour à la bibliothèque. Ah d'ailleurs, j'ai oublié, ben je vais aller chercher tantôt. À la bibliothèque parce que j'avais un livre qui était à rapporter. Finalement, j'ai pas eu le temps de le lire, fait que j'ai rapporté directement. Et finalement, voilà, je suis arrivée en fin de journée et ben, j'ai pas beaucoup écouté de Booktube. J'ai pas vraiment. Ben, j'ai eu le temps d'avancer quand même ma lecture en cours parce que j'ai une lecture en cours. Donc, on va commencer par ça. Alors, j'ai décidé de me lancer dans le troisième tome, ben, le dernier tome de la trilogie des Bastants de Dolores Redondo, qui est en fait une tétralogie parce qu'il y a un préquel qui est paru par après, mais a priori, c'est une trilogie. Et je ne pourrais pas vous dire beaucoup de choses de ce tome-là parce que c'est une trilogie, mais contrairement à certaines séries ou certaines trilogies où chaque enquête est quand même complète, en fait, dans les tomes, mais il y a tellement de liens entre les tomes que ça pourrait être, a priori, une grosse histoire divisée en 3 parties. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de liens. On fait référence aux 2 derniers tomes. On continue, ça épaissit la trame complète, en fait, des personnages principaux. Donc, en gros, on suit Amaya Salazar, qui est une inspectrice, en fait, de police dans les Bastants. En Espagne, oui, c'est ça. Et on la suit. Bon, elle, c'est une inspectrice de police, mais avant, elle a fait un petit séjour au FBI aux États-Unis. C'était quelqu'un qui travaillait. Je me souviens plus dans quoi elle travaillait. Il me semble que c'est dans le profilage, mais je me souviens plus trop. Je suis pas trop sûre. Bref, on la suit depuis le début et de retour un peu dans l'endroit où elle a grandi. Dès les premiers tomes, on comprend que son passé n'a pas été évident. Elle a deux sœurs plus vieilles. Non, une sœur plus vieille, une sœur plus jeune. Et elle a grandi dans un milieu où il y avait une boulangerie, une pâtisserie familiale. Puis elle a une relation pas évidente avec sa mère.
Et dans le fond, on va l'avoir évolué à travers différentes enquêtes assez sordides. Donc, dans les premiers tomes, je pense que c'était des morts avec des mises en scène un peu particulières. En tout cas, bon, plus ça avance et tout ça. Puis ça a toujours un lien avec l'espèce de mythologie locale, dans le fond, des Bastans. Donc, oui, il y a des choses concrètes qui se passent, mais en même temps, les gens sont comme non, mais c'est lié à telle légende ou telle croyance et tout ça. Donc, on baigne beaucoup dans cette espèce d'alternance-là. En ce sens-là, ça me fait étrangement penser à Pier Giorgio Polizzi, même si ça se passe en Italie. Mais comme ça se passe à... Ah, je me souviens plus c'est où. Ça commence par C. À... Je mettrai le nom. Cagliari, qui est aussi une espèce de petite place un peu plus isolée où justement les croyances, les légendes et tout ça ont un peu plus de prise sur la population. Mais il y a une certaine parenté, finalement, dans ce genre de... C'était spécial, mais je viens juste de réaliser ça. L'écriture n'est pas pareille, mais il y a une certaine parenté, comme je vous dis, par rapport au contexte, par rapport à l'interaction des inspecteurs ou des inspectrices avec le contexte actuel, leur passé, leur racine à l'endroit où ils sont, comment ça peut un peu teinter leur perception, mais en même temps leur détermination à justement ce que ça teinte rien de tout ça. Leur espèce de combat à essayer de s'en tenir à ce qui est factuel, mais en même temps, c'est un peu dur quand on est dans ces endroits-là de ne pas se laisser influencer par justement cette espèce de perception locale-là de on accepte l'inexplicable, puis c'est comme ça. Donc, Amaya Salazar, super intéressant personnage. Et on la retrouve cette fois-ci dans l'espèce de volet 3 de cette espèce de moment troublant qui se passe dans les Bastants. Alors que on va... est-ce que c'est là ça commence comme ça? On va trouver... Oui, enfin, on va l'appeler parce que il y a un enfant de moins d'un an, je pense, ou d'1 an, qui malheureusement est retrouvé mort avec un diagnostic de mort subite du nourrisson. Et il se faisait garder par sa grand-mère. Mais il y a quelques éléments qui vont avoir un peu intrigué la grand-mère. Elle va avoir vu comme le véhicule du père éventuellement arriver en plein milieu de la nuit, alors que, bon, peu importe. Bon, la police s'en saisit et on est comme pas trop sûr finalement. Après tout, en fait, le diagnostic est vraiment une mort subite du nourrisson parce qu'on n'arrive pas à trouver d'autres causes, mais c'est bon. Et cet état-là, cette enquête-là, dans le fond, va faire résonner en Amaya Salazar une espèce de réminiscence, une espèce de pattern, parce qu'on comprend que d'une certaine façon, sans trop vous en dire, il y a une partie des tomes 1 et 2 et de son passé qui est en lien avec cette espèce En fait, plus ça va, puis plus, même si techniquement la mort semble de ce nourrisson-là, semble malheureusement due à la mort subite du nourrisson, les gens qui sont potentiellement suspectés ou impliqués lancent des phrases qui font un peu référence à quelque chose qui aurait rapport avec un rituel, bon, puis elle, ça lui fait penser potentiellement à un culte. C'est quelque chose qui est présent dans les premiers tomes. Et c'est quelque chose qui n'est pas sans lien, disons, avec son existence à elle. Donc, voilà, on la va plonger là-dedans. Je ne peux pas aller plus loin dans l'intrigue parce que sinon, je vais vous en dire trop. Le personnage, l'évolution est toujours excellente. C'est un personnage qui, plus ça va, puis plus a des éléments dans sa vie personnelle qui vont faire en sorte que ça va amplifier encore plus sa réaction émotionnelle humaine à ses enquêtes. Cela dit, elle reste une femme professionnelle avec une super bonne expertise, donc elle se concentre là-dessus. Mais c'est sûr que plus ça va, puis plus le coût réel de ces enquêtes-là sur elle-même, il devient grand. C'est vraiment bien amené. C'est très sombre, très sordide. Ça me fait vraiment penser, comme je vous dis, ça me fait penser à l'île des Hommes, en fait, de Pierre-Lejeune Polizzi comme ambiance. Et puis ben là, ben, peut-être comme avertissement, parce que c'est sûr que c'est jamais des morts qui sont très faciles à gérer, mais là, dans ce cas-ci, on parle vraiment de mort de nourrisson, puis mort subite du nourrisson. Donc, si c'est quelque chose qui vous touche, dans le sens où si vous avez déjà vécu ça, si dans votre entourage il y a des enfants à bas âge comme ça, à l'âge où il peut avoir encore la mort subite du nourrisson, ben là, peut-être que ça peut vous atteindre. Cela dit, la façon dont on s'est approché, bien évidemment, ça semble être la conclusion d'emblée à laquelle on va arriver.
Mais c'est sûr qu'on se comprend bien que c'est une enquête qui fait assez long. C'est 15 heures en livre audio. C'est un grand nombre de pages. Donc, on va aller sans doute un peu plus loin que ça, mais c'est quand même omniprésent. Fait que juste vous en avertir. Jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Je l'écoute en livre audio, je l'écoute en anglais. D'ailleurs, je vous en parle depuis tantôt que je n'ai même pas dit c'était quoi. Donc, le nom du troisième tome, c'est Offering to the Storm. Donc, Une enfant dans la tempête de Dolores Redondo, ça c'est en français. Et moi, je l'écoute en anglais. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas accès à la version française, en fait, du livre audio. En fait, oui, je pourrais l'acheter, mais comme je ne sais pas ça, si j'aimais ça, je n'ai pas accès dans nos collections au Québec. Ça semble pas disponible ou en tout cas pas offert. C'est pas disponible en français sur Nextory, donc je l'avais écouté les autres aussi en anglais. Même si a priori, quand j'écoute un roman qui est en espagnol ou en italien, j'aime mieux aller vers la traduction française. Alors que, comme je vous dis, la traduction de tout ce qui est langue scandinave, ça va mieux pour moi vers l'anglais. Je trouve que la traduction est vraiment intéressante. Mais là, bon, c'est pas que je voulais, c'est juste que c'est ce à quoi j'avais accès. Et la narratrice est vraiment excellente. Donc, je suis là-dedans, je suis bien prise. Et ensuite, écoutez, j'ai reçu finalement, comme je vous avais dit, comme prévu, j'ai reçu le fameux 6e, je sais pas, je vais y arriver à cause de... Ouais. 6e envoi finalement, celui qui me manquait pour le Brambleton Mail Club. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, ça c'est qu'elle m'a... Dans le fond, c'était celui-là qui me manquait, qu'elle m'a envoyé en nouvelle version. Je pense qu'elle a juste simplement décidé, la créatrice, de m'envoyer les 2 précédents en double, mais dans le sens que avec la nouvelle version, donc c'est super gentil à elle. Alors voilà, toujours ces super belles enveloppes-là. Je vais essayer d'ouvrir ça. Oups, ça fait un petit bruit de déchirement, donc on aime moins ça. Non, c'est bon, je l'ai eu. Donc, encore une fois, la fameuse gazette, et ça ressemble à... je vais avoir de la misère à focuser. Ceci. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ouh! Alors, on a toujours cette fameuse possibilité de un aimant et un autocollant. Donc, l'aimant qui est un duo de personnages et l'autocollant qui, cette fois-ci, est la rose. Donc, ceci. On a justement 2 des personnages qu'on voit dans l'espèce de petite vignette. Ici, on n'a pas de nom. Ah oui, on les a ici. Donc, la scène qu'on a dans un lieu, c'est celle-ci qui implique plusieurs personnages. Et les 2 personnages qu'on voit dans la vignette, c'est Victor et Oliver Breckenridge. Ou Breckenridge. Voilà. Le fameux chapitre... Il faudrait bien que je m'y mette, là. Chapitre 6 et la fameuse gazette, comme toujours, le Daily Bramble, avec le code QR ici pour l'écoute. Alors voilà, je suis bien contente d'avoir reçu ça. Je suis bien heureuse. Donc, très bonne proposition pour ce mail club auquel je participe. Je trouve que c'est vraiment une bonification intéressante que la créatrice a faite. Et finalement, en allant porter mon livre à la bibliothèque, j'ai rapporté un manga que Fluent Books, dont Fluent Books a parlé dans ses stories Instagram. Ça m'intriguait gros, je l'ai déjà vu passer. C'est pas nouveau, mais j'étais intriguée. Puis j'en ai parlé un peu avec elle, puis justement, elle disait qu'elle avait apprécié ça, mais peut-être que le dessin, c'était moins... c'était moins dans ses tales, mais moi, ça me tentait vraiment de regarder. Ah, ça reste un manga Marc Soleil. Donc, les crédits vont être à la fin. C'est paru en janvier 2025. Je pense que c'est en 2 tomes. En tout cas, là, j'ai le tome 1. Et c'est Yon de Camille Broutin. C'est publié chez Combo, qui est une collection d'un éditeur français, parce que je crois que Camille Broutin est également une autrice française. C'est une autrice qui est née aux États-Unis, mais qui est finalement après ça évolué dans les studios d'animation en France et au Japon. Et ça va être une série en 4 tomes. Alors, juste pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Et peut-être... La 4e de couverture dit « Margot court à travers l'aile abandonnée de l'internat. L'alarme retentit dans tous les bâtiments annonçant le phénomène. Dehors, élèves et professeurs se ruent vers les grilles, bientôt hors de danger. Dans quelques secondes, de petites créatures mortelles tomberont des nuages. Toute personne n'ayant pas évacué sera abandonnée à son sort, enfermée avec ces êtres mystérieux. À bout de souffle, Margot arrête sa course et se rend à l'évidence. Il est trop tard pour fuir. Elle devra lutter pour survivre. » Donc, a priori, c'est quelque chose qui me faisait... Ben, c'est pas pareil, là, mais ça semblait avoir une espèce d'ambiance un peu de Ransom Riggs, là, ça
Ça fait trop longtemps, je suis super fatiguée. En plus, j'ai pas de mémoire. Les enfants en particulier, là, je vais vous mettre le Miss quelque chose et les enfants particuliers. Donc, ça sonne un peu comme ça. Donc, c'est directement influencé par Fluent Books. Et en fait, j'ai perdu mon fil, mais ce que je voulais regarder, c'était quel éditeur, en fait, c'est la collection Combo, mais c'est publié c'est chez Dargo. Donc, la collection Combo, c'est une collection de manga chez Combo. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce segment-ci. On se reprend dès que j'ai plus avancé dans le Dolores Redondo et j'espère pour d'autres moments livresques cette semaine. À tout de suite! Fonctionner parce que je suis jamais sûre que ça va fonctionner finalement. Et donc ce matin j'ai tourné 4 réels pour mes comptes lecture La Bouquinade. Coucou vous autres! Alors on est le jeudi 10 juin, 11 juin, je sais pas trop quelle date on est. Je pense qu'on est le 10 juin, je me souviens plus. Bref, le jeudi juin. Et on se retrouve en pause repas mode studio mobile parce que j'ai terminé l'écoute du très bien ficelé et très remuant dernier tome de la trilogie des Bastants de Dolores Redondo, soit Une offrande à la tempête, et en anglais celui que j'ai écouté, donc Offering to the Storm, donc pas trop, n'est-ce pas? C'était vraiment remuant, obsédant, fascinant, troublant, confrontant. Wow! Quel final! Ça aurait pu être un coup de cœur. La seule raison pour laquelle ça n'a pas été un coup de cœur, c'est pas à cause de l'écriture du style d'écriture de Dolores Redondo que j'adore toujours autant, ni à cause du contexte ou des personnages, parce que j'aime vraiment beaucoup la construction qu'elle a de ces personnages qui sont vraiment avec une bonne profondeur, une bonne capacité de nuance, une bonne capacité de faillibilité, ce qu'on aime. Et le contexte, parce que bon, c'est quand même intéressant de découvrir aussi le contexte un peu isolé des Bastants. Comme je vous disais, je persiste et je signe. Ça me fait vraiment penser au contexte de Cagliari, de Pierre-Jojo Pulici. Il y a un petit côté vraiment là, où, comme je vous disais, les croyances populaires, les mythes et légendes populaires ont une grande importance finalement, même dans un monde moderne, contemporain, malgré tout. Malgré que les gens disent que non, ça n'a pas d'importance, ça en a, et ça va teinter évidemment éventuellement tout ce qui est malheureusement crime ou disparition et ou enquête. Et dans ce cas-ci, avec Dolores Redondo, elle mise vraiment beaucoup sur mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Pulici. C'est drôle parce que c'est vraiment deux auteurs que j'aurais pu penser comparer, mais il y a vraiment des points communs, même si c'est pas la même du même pays qui viennent. Il y a toujours un lien très serré, malgré serré, mais en même temps caché, mais en même temps pas assumé, ou par moment qui vient avoir un impact sur l'action entre les personnages principaux et là où les enquêtes en cours. Et dans ce cas-ci, pour Dolores Redondo, je vous confirme que c'est pas juste des histoires qui se passent dans le même contexte avec les mêmes personnages comme ça peut être dans le policier. Ça, c'est la grosse différence. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution des personnages dans le policier, mais a priori, c'est vraiment terminé. C'est à part peut-être, comme je vous disais, peut-être les 2 derniers tomes que j'ai lus de Pulici, qui avaient un certain lien, une certaine continuité entre l'évolution d'un personnage dans le tome précédent et le nouveau. Mais dans la trilogie de Dolores Redondo, c'est pas juste l'évolution d'un personnage, c'est l'évolution de la majeure partie des personnages, l'évolution des enquêtes en cours. Je ne vais pas trop vous en dire, mais qui finalement, au bout du compte, font un tout et qui nous laissent sans voix. Je le perçois vraiment, comme je vous disais, comme un gros roman qui est en 3 parties. Je ne peux que vous dire, allez-y avec Dolores Redondo. C'est très noir, par contre, comme je vous dis, il y a des parties qui sont quand même assez sordides. Ça bouleverse beaucoup, ça aborde beaucoup de sujets potentiellement qui pourraient demander des avertissements. Mais c'est très bien écrit. C'est écrit de façon fine, de façon... il y a un gros travail au niveau de la structure du récit. Il y a un gros travail
comme je mentionnais plus tôt, sur la crédibilité des personnages sans en faire des êtres parfaits, heureusement. Je vois pas comment on peut ne pas aimer, mais c'est possible sans doute, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je me demande si je vais lire d'autres livres de Dolores Redondo. Je sais que, comme je vous disais, il y a un préquel qui est sorti pour cette série-là. J'hésite un peu à lire parce que je pense que c'est l'enfance du personnage principal d'Amaya Salazar et c'est pas une partie que j'ai nécessairement envie d'approfondir. C'est très rude. Mais je vais peut-être contacter justement la bibliothèque de Laurie, qui est une grande amatrice de Dolores Redondo, puis c'est grâce à elle que j'ai un peu suivi son parcours. Puis je sais qu'elle est une fan incontestée de Dolores Redondo, puis qu'elle les a tous lus, mais il y en a qui l'ont plus déçue. Fait que je pense que je vais peut-être envoyer un petit mot pour lui demander si est-ce que ça vaut la peine que je les après qu'elle ou pas. Mais bref, excellente lecture. Et puis là, je me suis dit, est-ce que je commence une nouvelle lecture vu qu'on est à la fin du vlog-ish ou pas? Mais là, on est jeudi, puis je fais comme on a encore du temps. Puis là, au début, je voulais faire un super beau concept de voyageons à travers les polars, mais j'aurais voulu peut-être lire ou écouter en voix de synthèse Pierre-Jojo Polixi, le plus récent, mais il n'est pas encore paru. Il paraît juste la semaine prochaine ici au Québec. Donc, je me suis dit, je ne pourrais pas faire, disons, la comparaison Polixi-Redondo comme je voulais faire, mais j'ai décidé tout simplement de me rabattre sur un Jornir Horst avec une version audio française qui est faite par, je me souviens plus bien, Christophe Brault, un narrateur dont je vous ai parlé que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Donc, Jornir Horst et l'inspecteur Wisting. Et c'est le livre que j'écoute et c'est le cas 1569, je crois. Et vraiment, on retrouve encore une fois Wisting qui est en vacances cette fois-ci et va recevoir par la poste tout simplement une référence à un cas qui a eu lieu en 99, donc il y a plusieurs années, et qui pourtant est un cas résolu. Et il se demande pourquoi. Il n'y a pas personne qui dit... La personne ne s'est pas nommée. Il a juste reçu le numéro de référence du cas. Donc, il va se lancer là-dedans pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est censé comprendre, pourquoi on l'interpelle par rapport à ça. C'était pas un de ses cas non plus. Donc, on va retrouver Wisting. Il semble que Lina, sa fille, qui est journaliste, qui a dans les parallèles entre les deux, semble en vacances. Donc, je ne sais pas si on va la voir apparaître dans ce tome-là ou pas. Et il y a encore un parallèle, deux temporalités. Donc, on a la temporalité actuelle de l'inspecteur Wisting et la temporalité du cas, le fameux cas 1569 qui se déroule. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis, au jour le jour, l'enquête, mais du point de vue de, pas la police, donc du point de vue des personnes concernées, les victimes et tout ça. Donc, je suis là-dedans. Je me régale. Et d'ailleurs, je vais continuer à l'écouter pendant que je poursuis mon dîner. Mais je voulais au moins vous avoir fait un petit coucou. Voilà. Écoutez, à part ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'aimerais vous faire plein de contenu, mais je suis encore très fatiguée. Donc, ben voilà, c'est ce que je vous propose pour le moment. Et puis, ben, peut-être que là, vous aurez des images de la Coupe du monde de soccer, parce que ça commence. Puis après le hockey, je suis quand même plus soccer que hockey, donc je vais peut-être vous mettre des petites images. De toute façon, tout le monde va l'écouter en même temps. Donc, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À tout de suite! Coucou vous autres! Alors, on est le samedi 13 juin et fin de journée, d'où l'éclairage un peu boboche. J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai vu ma petite maman et ben là, je vous reviens un peu sur le tard dans une demi de partie de soccer de la Coupe du monde pour vous parler de la fin de ma lecture du Jornir Horst. Donc, il me semble que c'est le dossier 1569, quelque chose comme ça. C'était vraiment intéressant. Est-ce que c'était un coup de cœur? Pas tout à fait. Parce que dans celui-là, ça fait partie des Jornir Horst où la fille de Wisting, donc Lina, la journaliste, est pas là. Donc, ben, elle est là, mais vraiment, elle participe pas énormément dans le fond. Donc, cette fois-ci, on n'avait pas deux points de vue de personnes qui font l'enquête, mais un point de vue de personne qui fait l'enquête plus des retours dans le passé. Puis c'était intéressant, mais je préfère encore quand il y a les deux, donc le père et la fille.
Sinon, par contre, c'était super... je pourrais pas vous parler beaucoup de détails parce que c'est vraiment c'est un roman qui propose une intrigue avec des parties très originales, des ressorts, des ressorts du récit, des structures narratives vraiment qui fait le travail dans le sens dont on ressort. Oui, je sais. En fait, qui font en sorte que on en ressort absolument étonné ou surpris ou choqué ou je sais pas trop parce qu'évidemment les choses vont dans tous les sens et ça nous donne un petit peu plus de difficulté à trouver la vraie direction. Est-ce que j'ai eu des soupçons pendant le roman qui se sont avérés réels? Un petit peu vers la fin, mais vraiment vers la fin. Parce que c'est vraiment tout en circonvolution. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on avance, en fait, la trame s'épaissit, les liens se multiplient, la perspective change un peu, on revient, on avance, on a tendance à... On se dit que c'est bon dans la bonne direction, on retourne, bref, sans trop vous donner de détails, mais c'est ça que ça fait tout le long. Donc, j'ai beaucoup aimé retrouver Wisting. Un Wisting qui était en vacances, qui n'a pas l'air à bien filer d'ailleurs dans celui-là. Il y a des problèmes de santé. Ça, c'est un peu bizarre parce qu'il y en a comme un gros accent sur un problème de santé que vit Wisting, qui se résout potentiellement. Mais là, je me suis demandé si c'est parce que c'est une prémisse à quelque chose qui va se passer plus tard dans une évolution, dans d'autres tomes. Mais bref, il y a ça. Mais là, Wisting est en vacances. Puis là, c'est vraiment une de... Si je me souviens bien, il me semble que c'est dans cette série-là, dans les Wisting, qu'il y avait 2-3 romans justement, que c'est des romans comme des cold cases. En effet, celui-là, c'est vraiment le principe de rouvrir un cold case. Mais en même temps, c'est pas un vrai cold case parce que c'est des cas qui ont été résolus techniquement. Mais bon, c'est ça. J'aime beaucoup l'approche de Wisting. Un bon mélange de... Je sais pas. De détermination, d'agilité mentale comme personnage, en fond. En même temps, d'espèce de sensibilité un peu particulière. La relation qu'il peut avoir avec sa fille, les inquiétudes qu'il va avoir, comment il évolue tranquillement par rapport au fait que, en fait, il va côtoyer Lina et éventuellement d'autres personnes dans sa famille proche qui vont faire en sorte que ça va faire sortir en lui des éléments qu'on n'a pas vraiment vu beaucoup dans le début de la série. Puis ça a quand même un impact un peu sur comment il est comme enquêteur. Dans celui-là aussi, on avait peut-être pas la structure habituelle des Yonir Horch pour le Wisting qui était pour l'inspecteur Wisting, qui était la partie qui devient tendue vers la fin, où on a l'impression que les gens sont en danger, les personnages principaux sont en danger. C'est pas qu'il n'y avait pas de tension, mais c'était pas cette structure-là. Fait qu'il y en a certains qui sont pas comme ça. Donc celui-là, c'était un qui était comme sans lineux un peu, puis l'autre qui avait moins de tension. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, sauf ça. Ce qui a fait que j'ai pas donné un 5 étoiles, mais un 4 étoiles et demi, c'était juste ça. Mais sinon, j'ai trouvé ça extrêmement bien tricoté, extrêmement bien fait, satisfaisant, dans le sens où on veut lire quelque chose comme ça qui fait que que ça va nous déstabiliser nos certitudes de lecteur pro de romans policiers. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, de toute façon, c'est pas une surprise. Vous savez, j'aime toujours les Yonir Horch. J'ai jamais été déçue jusqu'à maintenant. Puis, c'est vraiment une série que je vous invite à découvrir. C'est intéressant de la lire dans l'ordre de parution en français, là, même si, comme je vous dis, ça a été fait... il y a des tomes qui nous manquent au début de la série, mais ça permet quand même de voir l'évolution des personnages. Si l'évolution n'est pas si intense que, par exemple, dans Dolores Redondo, où c'est vraiment comme un tome complet divisé en 3, mais dans celui-là, c'est vraiment des enquêtes qui se complètent. C'est juste que chaque personnage principal ou secondaire principal a quand même des étapes de vie qu'il va traverser, dans le fond, d'un tome à l'autre, puis ça va avoir un impact sur la suite des choses. Donc, c'est quand même intéressant, finalement, d'avoir l'opportunité de les lire dans la bonne chronologie. Alors voilà, dernière lecture terminée. Ce sera la dernière du vlog aussi cette semaine. Encore une fois, je l'ai commencé un peu tard cette semaine, puis j'ai pas eu tant de temps que ça pour vous prendre. J'espère que ça va vous avoir plu de vous balader avec moi au royaume du polar. Puis c'est ça, si jamais vous avez lu certains de ces titres-là ou de ces auteurs-là, donc ce que vous connaissez de Dolores Redondo, Yonir Horch, Agatha Christie, je pose pas trop la question, mais n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. J'espère que vous avez une bonne lecture pour vous accompagner en ce moment. Puis on se dit à la prochaine!